bébés abandonnés, c'est drôle parce qu'hier on a beaucoup parlé de l'adoption. Les bébés abandonnés en néonatologie, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, des bébés que les mères abandonnent à la naissance et qui, de surcroît, pour tout arranger, ont de tels problèmes médicaux qu'il leur faut une réanimation, soit ils sont prématurés, soit la naissance a été traumatique pour le bébé, ou pour la mère aussi quelquefois, mais en tout cas pour le bébé, et on doit l'hospitaliser en réanimation. Je dirais que la spécificité, c'est le rapport de l'équipe à ce bébé. Parce que l'équipe est quand même maintenant, depuis de nombreuses années, heureusement, ça a beaucoup changé dans les services de néonatologie. Vous savez qu'autrefois, les visites n'étaient pas acceptées, il n'y avait pas les parents qui venaient. Maintenant, on fait une grande place aux parents en néonatologie qui peuvent rester non seulement quelques heures auprès du bébé, mais des jours et des nuits entières s'ils le souhaitent. Ils sont vraiment accueillis par les équipes. Donc les équipes aujourd'hui, quand un bébé n'a personne pour venir le voir, sont très perturbées par cette différence, quoi. Du coup, ils n'accueillent pas les parents et ils ne peuvent pas travailler à cet accordage entre les parents et le bébé. Et la question du lien mère-enfant, bah, c'est très déroutant puisqu'il ne va pas y avoir de mère. Donc ce qui va se passer, c'est que assez rapidement, on va demander aux services sociaux de nous dire quelle est la nourrice qui va s'occuper du bébé. En France, les bébés, avant l'adoption, sont confiés à des familles d'accueil. Donc l'équipe va attendre que la famille d'accueil soit désignée et venir régulièrement voir le bébé pour pouvoir s'habituer au bébé, le rencontrer, le connaître et travailler avec la famille d'accueil. Mais ce qu'on remarque toujours, c'est qu'à ce moment-là, il y a un beaucoup plus grand investissement de l'équipe auprès de ce bébé-là. Parce que comme il n'y a pas la mère qui vient, ils se sentent obligés de materner beaucoup plus l'enfant. Et c'est intéressant parce qu'en même temps, il y a des tas de choses positives du coup qui se passent, mais c'est vrai que ces bébés-là, vous les voyez tout le temps dans la salle de repas, dans la salle de repos des puéricultrices, elles le gardent contre elles. Et souvent, nous, les psychanalystes qui travaillons dans ces services, on a tout un travail de deuil à faire avec l'équipe au moment du départ du bébé, parce qu'ils ont investi cet enfant-là, qui est devenu le bébé de la médecine, hein, parce que d'une certaine façon, c'est vraiment le désir des médecins et de l'équipe qu'il soit là, qu'il soit vivant. Ils ne l'ont pas abandonné, eux, à la naissance. Ils ont voulu qu'il survive, ils l'ont suivi, ils l'ont porté au sens propre et au sens figuré pour qu'il soit vivant aujourd'hui. Et donc le départ du bébé est quelquefois très très compliqué pour l'équipe. Oui, c'est sûr que c'est pas les meilleures conditions pour venir au monde, comme vous le dites. Écoutez, je crois que on en a vraiment la preuve, enfin en tout cas, on ne peut que constater les effets assez redoutables dans la prise de connaissance du bébé, de son entourage et du monde, quoi, hein, de ses machines, du plexiglas de la couveuse, de l'absence, ou tout au moins de la grande perversion, je dirais, de la sensorialité par rapport à ces bébés-là.
on ne peut que s'en rendre compte quand on voit les statistiques absolument inquiétantes, actuelles, du nombre de problèmes graves des grands prématurés après coup, tas de sortes de problèmes que les études nous montrent. Hein. Il y a un pourcentage d'autisme, par exemple, pour ne dire que ça, beaucoup plus grand parmi les bébés prématurés que parmi les bébés qui ne sont pas prématurés. Un grand pourcentage du trouble de comportement, un grand pourcentage de la possibilité de contact. Enfin, toutes ces études sont assez inquiétantes. Et c'est bien à la lecture de ces études que moi j'ai essayé de me dire, voyons comment on pourrait faire pour changer un petit peu cette donne-là. Bien sûr, la machine, la couveuse, bien sûr qu'on ne va pas aller contre l'idée, parce que avant tout, ce qui est important, c'est que le bébé survive tout de même. Hein. Mais quand je parle on en a besoin donc, mais comment faire avec? Comment faire avec? Parce que c'est vrai qu'il y a, je dis perversion, quand je vous disais perversion, je pense au sens vraiment où Freud parle de perversion, c'est-à-dire détourner du chemin. Il y a quelque chose dans toutes les sensations ressenties par le bébé qui sont perverties, au sens détourné du chemin, à partir du moment où il est branché sur une machine et mis dans une couveuse. Dans certains services, on parle d'ailleurs, c'est assez effrayant, le moment où on branche le bébé, on dit « il est mécaniqué ». Est-ce que vous vous rendez compte de cette expression des médecins? Donc déjà se battre pour qu'on n'emploie plus ce mot. Le bébé n'est pas une machine, c'est pas parce qu'il est branché sur la machine. Mais si vous réfléchissez à ce qui se passe, le bébé arrive, il sort du ventre de sa mère. D'ailleurs, c'est étonnant parce que quand vous êtes là au moment de la naissance, même un grand prématuré, même un bébé de 500 grammes, il cherche la communication. Il vous regarde, il est dans une vraie, dans un contact, il attend quelque chose de l'autre, et au bout de quelques heures, branché sur sa machine, il s'absente. Il ne demande plus rien. Alors, si vous réfléchissez à comment fonctionne une machine, d'habitude, par exemple, si on prend les point par point, le nez qui est fait pour respirer, le nez va servir à manger, puisque c'est par le nez que le tuyau de la nourriture, des petites gouttes de nourriture, vont tomber tout le temps, en permanence, parce qu'un bébé à grand prématuré ne pourrait pas supporter d'avoir un gros biberon et de digérer un gros biberon. Donc il va avoir des petites gouttes comme ça de lait. Ce qui va avoir entre autres comme conséquence qu'il ne va jamais avoir faim. Donc l'autre ne va pas être l'autre secourable dont Freud nous parle. Toute la question de l'étayage va être pervertie. Parce que quel rôle de l'autre? Il n'a pas besoin d'appeler, il n'a pas faim. Donc toute l'organisation, l'entrée possible dans le circuit pulsionnel, évidemment, déjà ne va pas pouvoir se faire. Ensuite, de toute façon, il ne pourrait pas appeler, parce qu'il est ventilé. Il a un énorme tuyau dans la bouche pour le faire respirer. Il respire par la bouche, il ne peut plus appeler. Une des choses, juste une parenthèse que j'avais trouvée absolument bouleversante, c'est que les prématurés n'appellent pas, ne réclament rien, puisque la machine sait, quand il manque d'oxygène, c'est elle qui en redonne, la machine sait, quand il a froid, c'est elle qui met la température plus forte, la machine ne vient jamais à manquer, ce qui aussi est un problème, hein, dans la mère qui une fois est là, une fois n'est pas là. Quand vous avez une machine comme mère, comment voulez-vous aller bien? Enfin, je veux dire, être entré dans un circuit pulsionnel où la question de la demande, de la place de l'autre, de la communication s'installe. Ça, c'est absolument pervertissant. Là-dessus, bien entendu, que tout ce qu'un bébé reçoit de possibilités de toucher, de contact, là, il est touché très souvent, si on n'y prend pas garde, c'est pour ça qu'il faut changer la donne. Il est touché pour avoir une piqûre, il est touché pour des gestes médicaux qui sont importants pour sa survie,
mais qui sont douloureux. Et on sait aussi, avant on pensait que les bébés prématurés ne ressentaient pas la douleur. Ils la ressentent encore plus parce que justement ils sont prématurés. Donc vous voyez, au niveau de la sensorialité, que ce soit le toucher, que ce soit l'odeur. L'odeur, c'est une odeur de désinfectant. C'est celle qu'on met le matin dans le service, c'est celle avec laquelle on désinfecte les couveuses. Là aussi, on avait vu, c'était tout à fait étonnant, que les dames qui font le ménage, qui sont quelquefois extrêmement fines, et qui voient les bébés dans les couveuses, qui quelquefois ont plus le temps de regarder le bébé que le médecin n'a le temps de le voir. Parce que le médecin, lui, va se fier à ses courbes, à ses ordinateurs. Eh bien, ces dames disaient, c'est drôle, on a changé le produit d'entretien et le bébé réagit plus comme avant. Vous voyez, donc, il y a ces odeurs du service, il est complètement coupé de l'odeur de la mère. L'odeur de la mère, c'est très très important qu'un bébé retrouve l'odeur de sa mère quand il va être mis dans ses bras les premières fois. Parce que la mère a une odeur et on sait maintenant qu'il y a des molécules de l'odeur de la mère, alors pas le parfum, hein, c'est pas Guerlain qui est dans le ventre de la mère, mais les vraies molécules de la vraie odeur de la mère sont repérables dans le liquide amniotique pour le bébé. Donc il ne retrouve pas ces odeurs-là, il ne retrouve pas le son de la voix de la mère, il ne retrouve pas tout ce qu'il avait l'habitude de retrouver et qui au moment de la naissance lui donne quelque chose de ce que Winnicott appelait une continuité d'être. C'est-à-dire, ah bah tiens, si c'est bien elle, c'est que c'est bien moi. Il y a quelque chose comme ça, quoi. C'est que, voilà, il y a quelque chose qui se continue, qui n'est pas une coupure, comme la couveuse et la machine font une coupure. Alors, évidemment, quand on sait les complications incroyables de sensorialité chez les enfants autistes, vous savez, maintenant on sait que pour un enfant autiste, c'est épouvantable. Il ne peut pas, pour lui, tout l'agresse. Il ne peut pas différencier les bruits, il ne peut pas différencier ce qui lui arrive de l'extérieur, d'où sa façon de mettre les mains sur les oreilles, de ne pas regarder, de balancer ses doigts devant ses yeux, pour essayer de se couper de cette attaque sensorielle permanente. Le bébé dans la couveuse, de toute façon, ne va pas avoir accès au départ de sa vie à la possibilité de découvrir le monde et de faire des tris. Donc, c'est très compliqué pour lui et effectivement, ça peut tout à fait lui nuire. D'où le travail de beaucoup de psychologues. Maintenant, il y a des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres qui vont dans les services de prématurés. D'où le travail important pour savoir comment venir faire un peu écran, se mettre entre la machine et le bébé. Pouvoir dire à un bébé, on a besoin de cette machine, tu vois, mais c'est nous qui la faisons marcher. Le désir que tu vives, il vient aussi de nous, de pouvoir, des choses toutes bêtes, ouvrir les portes d'une couveuse pour parler à un bébé en direct, et pas que le son vienne se casser tout le temps sur le plexiglas. On peut habituer une équipe à ouvrir les portes, à parler tout doucement, à se pencher à la hauteur du bébé, parce que les bébés sont myopes, mais il y a une distance où ils vous voient. Si on parle à un bébé en mettant notre visage à la distance où il nous voit, même s'il est prématuré, il va vous voir. Évidemment, si vous lui parlez de loin, par un flux sonore qui ne va pas arriver ou qui va être complètement écolalié, comment on peut dire, par d'autres bruits, par la réflexion sur la couveuse, évidemment que vous changez tout. Donc il y a tout ce travail à faire et on comprend bien que pour un bébé qui était tout à fait prêt à vivre une vie tout à fait normale, le passage en néonat peut être un sacré coup et de toute façon représente toujours un traumatisme. À nous d'essayer, à nous autour d'essayer d'atténuer le traumatisme.